On va parler de ta carrière, on va parler un peu roller bien sûr, mais surtout entrepreneuriat. Et donc c'est parti pour l'interview Backstory. Alors Tai, je ne sais pas si tu connais le but de cette interview. On a au Tech Show un stagiaire de 3e qui est très connu. C'est vraiment devenu une star des réseaux sociaux. Donc il écrit la bio des invités, mais c'est encore un peu bancal. Donc on va te poser des questions. Tu nous dis si c'est vrai, si c'est faux. Et si c'est faux, on corrigera. Mais prépare-toi. Il n'y a pas de problème. Alors Tai, tu es né en Algérie en 1975 d'un père acteur et d'une mère sculptrice. Est-ce que c'est vrai ça? Exactement, c'est vrai. Parfait. Père algérien, mère grecque. D'accord, donc gréco-algérien. Exactement. Quand tu étais enfant, on est entre 1980 et 1985, et donc à peu près tous les hivers, tes parents te montrent une carte du monde et ils te demandent à ton frère et à toi où voulez-vous aller. Donc vous prenez au hasard comme ça un globe et on choisit où on veut aller et là vous y alliez. C'était vrai et c'est vrai. Ça, c'est vrai. Complètement. Il est bon ce stagiaire quand même. Il est bon, il est bon. Et ce qui est marrant, c'est qu'on n'avait pas d'argent particulièrement pour le faire, mais on faisait du camping, on faisait de la chasse sous-marine, mon frère et moi, pour avoir des poissons et pouvoir manger. Mais on a fait comme ça la traversée de l'Atlantique, l'Amazonie en pirogue. Tous les hivers, on dit allez hop, on va aller là-bas et sac à dos, on partait à l'aventure. Alors Tai, avant tout petit, ta passion c'était d'aller faire du roller donc au Trocadéro, justement avec ton frère. Ouais. C'était une passion que tu partageais avec ton frère? Ouais, complètement. Et il paraît, j'ai entendu dire, que tu dormais avec tes rollers au pied à un moment donné. Ah oui, non, c'est clair, c'était très marrant parce qu'il y a eu même une période où je n'ai pas marché pendant 6 mois. Même pas une seule fois. Tu as été roller jour et nuit pendant 6 mois. Et dans la douche. Bah voilà, je me douchais, mais je me remettais les patins après la douche. Et je me rappelle de cette image encore. J'ai recommencé à marcher après 6 mois. Et je trouvais très très bizarre de marcher. Je n'arrivais pas à marcher. C'était très étrange. Ah, c'est fou. Donc tu te familiarises avec le roller en ligne. C'est comme ça qu'on dit, hein, le roller blade. Ouais. Et quand je dis roller en ligne, on peut penser que tu étais déjà dans le digital en fait. Avec le roller en ligne, tu étais déjà dans le... C'est peut-être un petit signe du digital. Et donc, c'est pas le roller à 4 roues comme on a pu connaître, c'est vraiment le rollerblade. La rampe, c'est bien gentil, mais ça te fait pas vivre. Et donc, de 18 à 20 ans, tu aides tes parents qui ont ouvert un restaurant qui s'appelle l'Aleka. Et là, tu le fais le serveur dans le resto, mais tu es en roller. En roller. C'est un peu comme dans le film Ratatouille. Exactement. En fait, voilà, mes parents, il fallait bien vivre et mes parents avaient ouvert ce petit restaurant qui avait le prénom de ma mère qui est Aleka. Et du coup, moi, je vivais en roller, donc j'étais au restaurant en roller, je faisais le service en roller. On avait une petite partie crépier à l'extérieur. C'était moi également le crépier, donc j'étais le crépier en roller. Et j'avais commencé à me mettre à la magie. Et donc, à la fin des déjeuners ou des dîners des clients, je leur faisais des tours de magie. Et comme ça, j'ai progressé. J'ai pu devenir professionnel de magie après. D'accord. Et donc, c'est ça. Donc après, tu faisais de la magie au dessert pour les clients, pour les amuser. Exactement. Alors l'impression qu'on a quand on échange avec toi, c'est que quand tu as une passion, tu t'y mets vraiment à fond. Tu penses qu'à ça devient un peu obsessionnel. C'est obsessionnel. Et donc c'est quoi? C'est jour et nuit? C'est vraiment obsessionnel. Hein. J'en arrive à en rêver la nuit, mais c'est ça qui est agréable. C'est-à-dire que je n'ai jamais l'impression de travailler. Et vu que de par ma mentalité, je vois toujours les côtés positifs, je sais que ça va être dur, je sais que je peux me planter et je peux rater, mais je ne me casse pas la tête avec les échecs, c'est-à-dire que j'ai pas le doute, je sais que ça peut arriver, mais j'ai pas le doute, j'ai pas cette petite voix dans la tête qui me dit si ça marche pas, si tu lèves pas des fonds, si ta boîte se plante, si tu te casses une jambe, j'avance, juste avec l'étoile au loin de la passion que je suis, et j'essaye d'abattre le maximum de montagnes au jour le jour, c'est tout. Donc en avril 96, la folie du roller s'est emparée du monde. Il y a cette première compétition qui est organisée par Rollerblade à Bercy. Et donc à partir de là, tu deviens l'athlète le plus titré de l'histoire des sports extrêmes. Tu n'as quasiment jamais loupé un podium sur 120 compétitions. Je l'ai loupé à 6 fois. 6 fois sur 120. Ouais. Donc c'est exceptionnel. Et alors là, c'est la folie Ty Chris. Tu deviens une idole du roller. Tu fais la une de tous les magazines. Et en 2001, tu montes ta première vraie boîte, donc Ty Chris Event. C'est une boîte d'événementiel. Ouais. Alors en fait, ça s'est fait au fur et à mesure parce que d'abord, j'ai ouvert un magasin de roller. D'accord. Et parce que je me suis dit, voilà, j'ai une image avec mon sport, donc je vais ouvrir un magasin de roller. C'est mon père qui y travaillait, à Lévis-Valdy, dans le 12e. Après, il y a les mairies qui ont commencé à me demander du conseil pour fabriquer des skateparks. Donc j'ai commencé à apprendre AutoCAD et à les conseiller pour fabriquer des skateparks. Après, carrément, je vendais les skateparks. Et de fil en aiguille, je me suis dit, mais attends, maintenant que je fabrique les skateparks, que je vends les skateparks directement, autant acheter des rampes à moi
et faire une boîte d'événementiel comme celle que tu viens de dire, et organiser des shows partout en Europe avec tous mes potes riders qui sont en même temps mes potes, et je fais donc comme ça des shows, et donc j'ai fait des démonstrations de sport extrême partout avec mes rampes. Première société. Et en 2006, rebelote, tu lances une entreprise de papeterie. Tu faisais quoi, des trousses, des cahiers, des stylos, c'est ça? Je faisais tout. D'accord. Donc ce qui était marrant, c'est que j'ai appris à utiliser Photoshop, et je faisais le design la nuit sur Photoshop. J'étais devenu un commercial hors pair, parce que j'allais moi-même à Carrefour, à la centrale Carrefour, Leclerc, Auchan. Et là, tout le monde te reconnaissait en plus. Alors, j'étais déjà assez connu. Ouais. Pas tant que ça, parce que j'avais pas fait les émissions grand public à la Koh-Lanta, etc. Mais donc, du coup, je vendais les licences. Et la première année, j'ai vendu ma licence. Et dès la deuxième année, j'ai réussi à acheter l'image de Tony Parker. Après, Christophe Maé, Nintendo, MTV, Matt Pokora. Et je vendais l'agenda Matt Pokora, par exemple, ou Tony Parker à Carrefour. Et en 2013, c'est le drame. Sur le tournage d'un film hollywoodien, tu te casses encore une fois, une énième fois, la jambe. Et là, c'est la fin de ta carrière sportive, mais aussi d'acteur. Tu étais sur... Alors, en fait, il y a eu plein de hauts et de bas. Alors, déjà, il y a eu évidemment l'événement de la Tour Eiffel et le Sacré-Cœur que j'ai réussi à monter. Mais derrière ça, j'ai essayé d'en faire d'autres. J'ai essayé de faire d'autres records. Aux États-Unis, je voulais sauter de la Statue de la Liberté ou du pain de sucre au Brésil. Ça, on va en parler tout de suite, parce que c'était quand même quelque chose d'exceptionnel aussi. C'est la définition du mot buzz que tu as fait, c'est exceptionnel. C'est vrai que c'était incroyable d'arriver à convaincre le gouvernement finalement de me prêter la Tour Eiffel et faire un événement aussi qui a marqué les esprits. Tu as sauté de la Tour Eiffel. Voilà, à 40 mètres de haut sur cette rampe. Alors, il y a eu plein de problèmes techniques et de difficultés qu'on a découvert le jour J. J'ai fini à l'hôpital la veille. C'était très, très compliqué, dangereux, émotionnel, parce qu'il y avait mes parents en bas. C'était symbolique. Moi, gréco-algérien, je me retrouve avec le symbole de la France, 100 000 personnes, etc. Mais c'était vraiment magique, et j'ai essayé de monter d'autres événements comme ça. Et finalement, la Tour Eiffel, c'était déjà ma première start-up, parce qu'il fallait trouver 1 million d'euros, m'entourer d'une équipe de 100 personnes, convaincre toutes les institutions, etc., faire le buzz et tout. Mais vu que j'arrivais plus à monter ces événements, j'avais une deuxième passion, comme tu le disais, je voulais devenir comédien. Et donc j'ai commencé, un peu en bas de l'échelle, à faire des cours de comédie pendant des années. Et là, j'ai eu la chance de signer un gros long métrage où j'avais le premier rôle, un film à 7 millions d'euros, etc. Et à la dernière minute, un des distributeurs qui était SND à l'époque se retire du film, et le film, malheureusement, comme un château de cartes, s'effondre. Donc j'ai ce rêve un peu qui s'échappe. T'es encore jeune, hein. Oui, non, mais t'inquiète pas, je l'abandonne jamais. Hein, s'il y a une chose dont on est certain, c'est bien ça. Voilà. Et donc, j'ai été cascadeur, comme tu l'as dit, sur un autre film. Et là, je me suis cassé la jambe. Et là, ça a été un moment dans ma vie où j'ai eu une grosse remise en question. Et c'est là que tu décides de monter On-Off, donc une boîte dans les télécoms. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est On-Off? Et puis ensuite, on parlera après d'album. En fait, la vision que j'ai eue sur ce lit d'hôpital il y a 6 ans, c'était de me dire, on est dans un monde où tout est dans le cloud, nos musiques avec Spotify, nos films avec Netflix, nos fichiers avec Dropbox, alors que notre 06, notre numéro de mobile, lui, il est coincé dans notre carte SIM en plastique. Et je trouvais tellement ridicule que le numéro de mobile soit pas dans le cloud. Donc je me suis dit, je vais essayer d'inventer un système où le numéro de mobile sera dématérialisé comme une adresse mail. Tu vois, quand tu n'as plus de batterie, tu peux quand même regarder tes mails sur le téléphone d'une personne. Et donc, c'est ce que finalement on a réussi à fabriquer, et le produit, il est tout bête, c'est une application mobile pour les particuliers et maintenant pour les entreprises qui génère un deuxième numéro de mobile en un clic sur son portable. Donc une entreprise qui veut un numéro professionnel pour ses salariés, elle n'a pas besoin de leur acheter un deuxième téléphone, une deuxième carte SIM, payer un abonnement compliqué. Elle télécharge l'application On-Off. Elle leur donne un deuxième numéro. Et en un clic, elle a un 06. Ah, c'est dingue. Et donc aujourd'hui, On-Off, c'est un véritable succès. Ouais. Vous êtes plus de 60 personnes. Ouais. Donc ça, c'est agréable pour tous ceux qui ne croyaient pas en toi quand même. C'est agréable. C'est-à-dire que vous êtes plus de 60. Vous avez fait 10 millions et vous projetez de faire 20 millions cette année, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Et tu dis, et on pense aussi qu'il y a une chance que ça devienne maintenant un géant des télécoms. Vous avez maintenant encore un énorme potentiel. Un énorme potentiel, surtout sur l'aspect B2B, parce qu'on vient de lancer l'offre B2B depuis le début de l'année. On a une croissance de dingue là-dessus. Je veux dire, toutes les entreprises, justement, ils ont envie, en gros, ils disent à leurs salariés, bring your own device. Ils n'ont pas envie de payer la deuxième carte SIM. Le salarié a envie d'avoir un bel iPhone, par exemple. L'entreprise a envie d'être propriétaire du numéro et
pouvoir le réattribuer à un autre salarié en un clic et en gardant le carnet d'adresse, etc. Et donc, on a une plateforme de gestion sur un off business qui permet comme ça d'attribuer des flottes de numéros aux salariés et les manager à distance. Et donc, au début de la pandémie Covid, tu as une nouvelle idée d'application mobile et tu te dis, bah, j'y vais, on se lance. Et c'est l'application Album. Donc, on aimerait bien que tu nous parles de l'application Album et puis aussi que tu nous expliques comment se situe Album dans l'univers avec OnOff, etc. Évidemment. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je voyais déjà les dernières années comment les réseaux sociaux étaient en train de changer le monde avec, avec Instagram qui rend un peu tous les gens fous, etc. Et donc, je me suis dit, rêvons, moi je suis un rêveur, je vais essayer de faire partie de cette aventure des réseaux sociaux et pourquoi pas en créer un moi aussi. Ça, c'était un des points. Le deuxième point, pourquoi j'ai lancé Album, c'est parce que j'avais une frustration de voir qu'en France et en Europe, on a perdu la bataille et que finalement, tous nos datas perso, tous nos photos, nos vidéos, nos textes sont gérés par des serveurs américains et que les entrepreneurs, que les investisseurs en Europe et en France... C'est vrai que la plupart des plateformes, soit les GAFAM ou même les BATX, sont soit aux États-Unis, soit en Chine. Bien sûr, tout ce qui est B2C, c'est là-bas. Et de voir que les entrepreneurs ou les investisseurs européens ou français n'ont pas vraiment compris l'enjeu. C'est-à-dire, tu vois, je ne suis pas du tout pro-Donald Trump, mais c'est quand même délirant que des boîtes privées peuvent désormais supprimer la voix d'un président en exercice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux prochaines élections françaises, peut-être les GAFA vont se dire on va faire disparaître un candidat parce qu'on l'aime pas, ou au contraire, un candidat, on va le pousser. Donc c'est un poids politique hallucinant. Et donc, quelle est la vraie différence d'Album? C'est que je me suis rendu compte, on a tous des milliers de photos et vidéos qui dorment dans nos téléphones. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'outils pour les partager. Instagram est devenu la représentation publique de nos vies, c'est genre la vitrine. Mais les milliers de photos que toi tu as, que moi j'ai sur mon téléphone ou sur ton téléphone, aujourd'hui, quand on les envoie à notre femme, nos enfants, nos potes, etc., on les envoie dans des groupes WhatsApp. Ça baisse la qualité et c'est pas fait pour, parce que ça se mélange dans la conversation. Donc Album, c'est tout bête, c'est le WhatsApp de la photo. Au lieu de créer des groupes de conversation, c'est des albums collaboratifs entre potes.